Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Je voudrais remercier tout d'abord la Ligue panafricaine Umoja et tout le personnel de la médiathèque pour cet accueil chaleureux. L'intitulé de mon exposé est Musique et panafricanisme, c'est-à-dire revisiter, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire pour mieux apprécier le son. Nous n'allons pas écouter le son, mais nous allons voir le son. Alors, il s'agit ici donc de Myriam Makeba. Alors ici, il s'agit de Myriam Makeba, dont le nom est très kilométrique, donc je vous épargne des kilomètres. Et donc, Myriam Makeba est née en 1932 et décédée en 2008. Elle a donné un concert en Italie, plus précisément dans la région de Naples, pour soutenir un auteur menacé par la mafia qui a écrit un livre qui s'appelait Gomorra, faisant un parallèle avec la Camorra, qui est la mafia napolitaine. Alors, mais Myriam Makeba, avant tout, est devenue militante par hasard, puisqu'à la base, elle est infirmière. Alors, ce qui nous intéresse, c'est Myriam Makeba, c'est son combat, en tant que sud-africaine et en tant que panafricaine, puisqu'elle disposait de 3 passeports africains. Passeport sud-africain retiré dès les années 60 pour avoir pris la parole à la tribune des Nations Unies en 1960 alors qu'elle n'avait que 28 ans. Donc là, je vous sors une image d'archive. Myriam Makeba a 28 ans qui sort du monde de la médecine, qui abandonne stéthoscope, comment ça s'appelle? Stéthoscope, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ce nom. Thermomètre pour prendre le micro et pouvoir chanter. C'est donc un destin tout à fait atypique. Et vous allez voir qu'en fait, derrière Myriam Makeba, il y a un homme qui est en quelque sorte son idéologue, qui s'appelle Stokely Carmichael, qui changera son nom plus tard, qui deviendra Kwame Touré, qui est donc la contraction du prénom de Kwame Nkrumah et du nom de Sékou Touré, puisque ces deux chefs d'État l'ont accueilli en exil. C'est l'un des mouvements de ce qu'on appelle le Black Power Movement. Et Stokely Carmichael est originaire de l'île de Trinidad et Tobago, dont est originaire également le père du panafricanisme, puisque le panafricanisme, le terme même panafricanisme, a été inventé par Henry Sylvester Williams, qui était originaire de Trinidad et Tobago. Donc il n'y a pas de hasard dans tout cela. Donc Myriam Makeba, jeune, épouse cet homme, et ils vont trouver refuge d'abord en Guinée de Sékou Touré. Et elle sera interdite de séjour dans son pays pour avoir pris la parole à la tribune des Nations Unies. Alors, je vais essayer un peu de hacher mon exposé pour ne pas m'éterniser. Et là, donc, nous passons de 1960 à 1976. Pourquoi 1976? Parce que cette photo a fait le tour du monde, c'est celle d'un enfant qui a été abattu par la police sud-africaine qui s'appelait Hector Peterson. Cette photo a fait le tour du monde, a indigné le monde entier, et je pense qu'à partir de cet événement, l'Afrique sera divisée, puisque 1976 ont lieu les Jeux Olympiques de Montréal, que l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui devenue Union africaine, avait décidé de boycotter. Il y aura seulement 3 pays africains qui vont y participer. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Zaïre de Mobutu de l'époque. Pourquoi est-ce que l'Organisation de l'Unité africaine décide de boycotter ces Jeux Olympiques? C'est tout simplement parce que les All Blacks, c'est-à-dire la sélection de rugby de la Nouvelle-Zélande, avaient violé l'embargo. Et donc, ils avaient osé envoyer des sportifs pour aller rencontrer les Springboks d'Afrique du Sud. Et cette situation est très dramatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, des gamins vont être arrosés. On parle d'une 50aine de morts à peu près, c'est le bilan officiel, mais il y a probablement eu plus de morts, puisque des corps ont été détruits. Donc, cet événement tragique va susciter l'indignation et la colère dans le monde entier. Donc on voit ici qu'il n'y a même pas d'ambulance des gamins qui refusent de parler la langue de l'oppresseur, c'est-à-dire l'afrikaans. Et nous sommes ici en Hollande, donc les Hollandais.
vont également se manifester. Et j'aurais bien voulu reculer un tout petit peu cette image, si c'est possible. Oui. Voici donc un homme qui va influencer également Myriam Makeba, que Myriam Makeba épousera en deuxième noce, qui s'appelle Youk Masekela. Et à partir de cet événement, Youk Masekela va composer un morceau qui deviendra l'hymne du panafricanisme en Afrique du Sud. Et dans la diaspora, ça s'appelle Soweto Blues. Je vais vous faire écouter un peu le son parce que c'est tellement agréable. Je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Il n'y a pas beaucoup de son, tant pis. Myriam Makeba, à travers ce morceau qui s'appelle Soweto Blues, explique que ce n'est pas une affaire tribale, mais c'est une affaire raciale. Et que donc la police arrive et massacre dans une zone qu'on appelle les townships, comme des bidonvilles en fait, en Afrique du Sud. Et c'est cette chanson qui va propulser Myriam Makeba au panthéon des artistes engagés. Beaucoup de gens pensent que en fait, le morceau a été composé par Myriam Makeba. Non, le morceau a été composé par son second mari, qui s'appelle Youk Masekela. Youk Masekela vient de la tradition du Black Power Movement, puisqu'il a fréquenté les Miles Davis, etc., à l'époque du bebop. On va s'intéresser à une autre figure. Donc voici le disque. Pour ceux qui seraient intéressés, nous sommes dans une médiathèque, il y a de fortes chances qu'on trouve ce disque. Ici, nous avons une autre figure emblématique qui est Fela Anikulapo Kuti, dont le nom de naissance est Fela Ransom Kuti. Fela vient d'une famille bourgeoise nigériane. Il est né à Beyrouth en 1938 et décédé en 1997. Et Fela avait toujours une expression pendant ses concerts. J'ai eu la chance de le rencontrer en 1989 en France. Il avait donné un concert gratuit dans le cadre de SOS Racisme au château de Vincennes. Et Fela, c'est-à-dire que j'aurais, en tant que panafricaniste, j'aurais voulu avoir le même courage que Fela, parce que c'est ce courage qui nous fait défaut pour pouvoir affronter toute cette violence dont nous sommes victimes dans nos pays d'origine. Alors, Fela a fait le Trinity College, c'est-à-dire le même établissement scolaire que le Grand Charles. Dans la famille de Fela, il n'y a que des médecins. Donc, il était prédestiné à faire de la médecine, puisqu'il était fils d'enseignant et sa maman était ministre à l'époque. Mais Fela, lorsqu'il arrive au Trinity College, il va vite abandonner, il va faire 2 ans de médecine, il va abandonner la médecine pour se lancer dans une carrière musicale. Et lorsqu'il finit ses études de musique, il opte pour la trompette et il crée un groupe qui s'appelle Kola Lobitos. Et Fela joue du jazz. Seulement lorsqu'il se rend aux États-Unis d'Amérique, les Américains lui font comprendre que chez Africain, laisse le jazz aux Afro-Américains. Ici, nous avons des grands musiciens pour ça, les Duke Ellington. Fais ce qui vient de toi. Fela, vexé, va commencer à faire ce qu'on appelle la juju music. Et il va faire une combinaison incroyable, c'est-à-dire mélanger les rythmes traditionnels yoruba. Il va les mêler au jazz et ça va donner l'afrobeat. Et ici, nous allons voir plusieurs images et vous allez voir le rôle que Fela a joué. Mais seulement Fela ne passe pas de l'afrobeat comme ça. Il va subir l'influence d'une afro-américaine d'origine de Trinidad également, qui s'appelle Sandra Isidore Smith. Elle est toujours en vie. Cette dame, c'est elle qui va initier Fela au mouvement du Black Power, c'est-à-dire le salut avec le point, etc. Et c'est là où Fela va passer d'une musique dans terre ténèbres, c'est-à-dire une musique de divertissement, à une musique engagée. Et je n'ai jamais vu de ma vie un artiste aussi engagé que Fela. Les images sont là pour vous en convaincre. Donc on voit ici Fela qui utilise son instrument comme une arme de guerre. Et donc dans la musique de Fela, il y aura avant tout
la dénonciation des crimes commis au Nigeria par la succession des régimes militaires. Mais Fela était un véritable panafricanisme parce qu'il n'y a pas une seule chanson de Fela, même lorsqu'il évoque l'amour sans parler de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension africaine puisque l'orchestre qui l'accompagne n'est plus le Kola Lobitos mais Egypt 80. Egypt 80. Egypt 70, je m'excuse. Egypt 70. Donc voilà un peu ce que Fela dénonce, l'insalubrité en Afrique. Et lorsqu'on est musicien, qu'on s'engage, donc le manque d'eau, les problèmes d'adduction d'eau, et lorsqu'on s'engage, et donc il va remplir les stades. C'est 26 000 personnes qui arrivent dans les stades pour pouvoir écouter sa musique. Et on voit ici Fela qui passe de la musique à la politique parce que dans la musique de Fela, tout est politique. L'Afrique est toujours au cœur de sa musique. Et il va créer un parti politique qui s'appelle le MOP, Movement of the People, qui s'inspire du nkrumahisme. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Désolé. J'ai un problème. Je sais pas si quelqu'un peut me donner un peu de... Bon, désolé. Je vais repartir. On voit un Fela militant qui brandit ses bras. Ça passe pas, c'est ça? Ah, ça bloque un peu. Fela, qui est musicien, à la fois politicien, mais sauf que nous sommes en face des régimes totalitaires et dictatoriaux qui ne tolèrent pas la contradiction, la moindre critique, et surtout de remettre en cause les frontières tracées à Berlin, puisque nous sommes dans le micro-nationalisme. Donc Fela, son discours panafricain ne passe pas. Et donc il va subir les premières violences. Mais sauf que Fela étant provocateur né, il crée donc un mouvement politique. Et on voit ici les fréquentations de Fela. C'est qu'au milieu de Fela, il y a un homme qui deviendra l'un des hommes les plus puissants du continent. C'est le président de l'Afrique du Sud, celui qui a succédé à Mandela, qui s'appelle Thabo Mbeki. Donc il va créer une républiquette dans sa maison qu'on appelle Kalakuta Republic, où tous les panafricanistes viennent pour échanger. Donc sa musique prend de l'ampleur. Fela, la réputation de Fela dépasse les frontières. On voit ici Fela avec plusieurs panafricains. Ici vous avez J.K. Brima, qui était l'un des plus grands disciples de Nkrumah au Ghana. Et ici vous avez le fameux Stokely Carmichael, ex-mari de Myriam Makeba. On voit ici Fela avec Thomas Sankara. Donc c'est pour dire que c'est un homme engagé. Mais Fela touche également à la question religieuse et va créer en quelque sorte un culte et un endroit où on prie qu'on appelle le shrine. C'est-à-dire africaniser même les cultes. Et le premier régime qui va vraiment poser des problèmes à Fela, c'est celui du président Yakubu Gowon. Pourquoi? Parce que c'est le vainqueur de la guerre du Biafra qui a déchiré le Nigeria de 1967 à 1970. Les massacres de la population Igbo, Fela étant Yoruba, auraient pu ne pas s'en mêler. Mais cet homme, aux idées panafricanistes, avait dépassé le stade du tribalisme qui ronge encore malheureusement certaines de nos sociétés. Donc il fera de Yakubu Gowon chef d'État puissant qui vient de remporter une guerre, on peut dire face à la France, puisque du coup est soutenu par le général de Gaulle via la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et donc Yakubu Gowon est tout puissant, il ne supporte pas qu'un pauvre musicien puisse contester sa politique. Et donc Yakubu Gowon va ordonner l'arrestation de Fela. Mais Fela étant provocateur, il va s'acheter un âne et va baptiser l'âne Yakubu Gowon. Donc c'est pour vous dire à quel point cet homme était courageux et il va faire plusieurs séjours en prison, probablement une dizaine. Et les gens ne comprennent pas, c'est que moi, étant lycéen à Paris, dans le 20e, il y avait à l'époque, dans les années 85, il y avait ce qu'on appelait les studios d'Avou, c'était vers la porte de Vincennes. Je ne comprenais pas comment cet homme était tout le temps en slip, même quand il prenait le taxi. Donc je l'assimilais un peu en fou. Et j'ai eu cette chance, cette curiosité de l'approcher, il me dira non, jeune homme. Moi, je suis scarifié par la police. J'ai des cicatrices partout jusqu'aux fesses. On m'a mis, mon corps a servi de cendrier au maton.
Donc je dois montrer les trophées de mon combat. Voilà pourquoi je suis tout le temps en slip. N'oubliez pas qu'il y a des nudistes en Europe, personne ne leur fait des reproches. Elles n'ont pas de cicatrices à montrer. Moi, je montre les cicatrices parce que ce sont mes trophées de guerre. Voyez-vous? Et tout cela va apparaître dans sa musique. Bon, le temps ne nous permet pas, j'aurais pu jouer de la musique. Et il y aura donc un autre chef d'État qui va arriver au pouvoir, qui est progressiste et panafricain. C'est le président Murtala Mohamed. Malheureusement, il sera assassiné en 1979. Et malheureusement, l'homme qui va le succéder, le général Obasanjo à l'époque, qui est pourtant Yoruba, originaire de la même ville que Fela, comme quoi que les alliances tribales n'existent pas, ce sont les intérêts qui guident plutôt l'homme, donc c'est lui Obasanjo, et c'est l'homme qui va faire souffrir le plus Fela. Suivez bien l'histoire, ironie du sort donc. Fela sort un morceau, c'est au Ghana, ça s'appelle Zombie, où il assimile les policiers à des zombies, c'est-à-dire qu'avec une télécommande, on peut les diriger. Lorsqu'il chante cette chanson, Nkrumah est renversé par le général Ankara, qui est originaire du Togo. Nkrumah est renversé par la CIA en 1966. Donc, Fela sort ce morceau parce que Nkrumah était l'ami intime de sa mère. Malheureusement, le Ghana d'Ankara ne supporte pas cet homme, donc il est chassé, il repart au Nigeria et sort l'album. Malheureusement, le régime militaire au Nigeria est encore plus violent que celui du Ghana. Donc Fela va subir énormément et suite à cela, la police va débarquer chez lui et vous allez voir ce que vous allez voir. Oh. Décidément, hein, que se passe-t-il? Là aussi ça bloque, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà, voilà, très bien. Et là, la police débarque à Kalakuta. Fela est très organisé, il a des photographes et donc on brûle sa maison. À 4 h du matin, et voilà ce qu'on en fait. Battu complètement. Et là, c'est la maman de Fela qui, à l'époque, avait 78 ans. Qu'est-ce que les policiers vont faire? Ils vont défenestrer sa mère du 2e étage. Sa mère va tomber et suite à ses blessures, quelques mois après, sa maman va mourir. Et Fela est un homme qui n'abdique pas. C'est pour cela que l'éducation, c'est bien de lire, mais il faut aussi écouter des musiques engagées, parce que cela contribue à l'éducation d'un être humain. C'est que lorsque sa mère est défenestrée, sa mère décède suite aux blessures, Fela va prendre le corps de sa mère, va l'emmener devant ce qu'on appelle le Dondon Barak. C'est-à-dire que c'était à l'époque le palais présidentiel. Aujourd'hui, ça s'appelle Assorok, ça se trouve à Abuja, mais à l'époque, la capitale, c'était Lagos. Donc, il va prendre le cadavre de sa mère et va l'emmener devant le palais présidentiel et va composer un morceau qui s'appelle Coffin for Head of State, qui signifie cercueil en guise de cadeau pour le chef de l'État. Donc, je viens t'offrir la dépouille de ma mère. Et le régime étant violent, on va prendre et le cadavre et Fela, on va mettre en prison. Et oui, c'est l'histoire. Et donc, je crois que c'est la plus belle œuvre de Fela. Bon, elle est très longue, hein, parce que les morceaux de Fela, lorsqu'il y avait les 33 tours, c'était double face, un morceau. Et là, Fela va... C'est-à-dire qu'à partir du décès de sa mère, il va régler ses comptes avec tous les chefs d'État africains. Ceux qui bâillonnent leur peuple, etc. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps, j'aurais bien voulu qu'on écoute le morceau. Ça dure environ 56 minutes, c'est pas c'est le mot. Oui. C'est le mot. Et là, je ne pouvais pas parler du panafricanisme sans évoquer cette figure emblématique que notre doyen, Père Mbundia, certainement connu. Franklin Mukaka a été un très grand musicien du Congo, c'est l'un des plus grands paroliers et compositeurs, puisqu'il a même co-composé avec Henri Lopez un morceau qui s'appelle Ata Ozali. Mais non seulement Franklin Mukaka était un panafricaniste avant même l'heure, puisqu'il va composer une œuvre majeure qui s'appelle Les Immortels, où il cite tous les grands héros, aussi bien du continent que de la diaspora, mais du Ben Barka. D'ailleurs, nous, l'apprentissage même du panafricanisme, avant que je le découvre, regardez, c'est à travers la musique de Franklin Mukaka. Malheureusement, Mukaka n'a pas le courage d'un Fela, ou n'a pas, non, pas le courage, je ne dirais pas ça, n'est pas aussi provocateur que Fela. C'est un homme plus ou moins effacé, donc il sera enlevé
d'une façon bizarre et sera assassiné. Donc c'est une mort qui n'a jamais été élucidée jusqu'aujourd'hui. Et malheureusement, on n'a pas, parce que la biographie, il n'y a pas de biographie autour de Franklin Mukaka. Et ses proches sont très peu loquaces, donc c'est vraiment très difficile de travailler sur lui. La meilleure façon d'illustrer son travail, c'est de faire écouter ses chansons. Mais là, comme on a un problème de temps, je vais vous épargner la bonne musique. Et donc il a fait un disque à l'époque, il n'en a fait que deux en fait. Ce disque qui s'appelle Pont sur le Congo, puisque Franklin Mukaka aurait voulu que les deux Congos soient reliés par un pont qui ne forment qu'une seule nation. Et à l'époque, c'est un jeune arrangeur qui s'appelle Manu Dubongo qui va l'accompagner au piano. Nous allons ici évoquer un autre cas. Alors ça, c'est un cas atypique parce que lorsque j'ai découvert la musique de Coltrane, ça m'a fait changer de vocation. J'étais en Écosse en train de faire l'expérience afro-américaine à la Wallace College. J'ai décidé tout de suite d'intégrer le conservatoire. Je suis revenu en France pour étudier le saxophone. Suite à un morceau de John Coltrane qui s'appelle Spiritual. Coltrane est un musicien qui a d'abord joué du blues et a joué dans des grands ensembles. Il a joué avec Miles Davis. Mais c'est un homme qui a été perturbé par la drogue. Il a consommé beaucoup d'héroïne. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Spike Lee qui s'appelle Mo Bitter Blues. Ce film devait s'appeler à l'époque A Love Supreme en référence à un disque de Coltrane. Parce qu'en enregistrant le disque Love Supreme, Coltrane est passé d'un stade de junkie à saint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même aux États-Unis, notamment à San Francisco, il y a une église qu'on appelle la St. John's African Orthodox Church, donc connexion avec Marcus Garvey, qui ne joue que la musique de Coltrane. Et vous allez voir en quoi Coltrane est panafricain. C'est que en septembre 1965, une bombe va exploser sous le sous-sol d'une église en Alabama, dans la ville de Montgomery. Voyez-vous, donc c'est 20 kilos de dynamite qui vont exploser et ça va vous donner 4 fillettes noires qui vont mourir, qui sont là. La plus vieille avait 9 ans. Et donc il y aura la première plus grande émeute post-esclavagiste aux États-Unis d'Amérique. Et en apprenant la nouvelle, Coltrane va donc composer, il y avait même des chiens qui étaient dressés uniquement pour mordre des Noirs. Donc il y avait des vétérinaires qui travaillaient pour dresser ce genre de chiens. Et lorsque Coltrane apprend cette histoire, il va composer un morceau qui va faire date, et c'est le morceau qu'on voit dans le film de Spike Lee, Malcolm X, avant que Malcolm X ne se fasse assassiner. Il y a un morceau qui s'appelle Alabama. C'est en référence, c'est très important d'étudier cette musique-là. Et c'est suite à cette musique qu'un jeune étudiant qui sort de la Morehouse College, qui s'appelle Martin Luther King Jr., qui va remplacer Benjamin Mays à la tête de la lutte. Et c'est cet événement qui va propulser Martin Luther King, parce que beaucoup de gens pensent que Martin Luther King a pris part au combat lorsque Rosa Parks avait boycotté le bus. Non. Il avait déjà pris part au mouvement, mais il n'était pas connu. C'est donc l'événement de Alabama qui va faire connaître Martin Luther King. Et donc la musique de Coltrane va accompagner cette lutte parce que, et voici donc le disque, ça s'appelle Live at the Birdland. Mais seulement à cette époque, Coltrane n'avait pas encore cette dimension panafricaine. Coltrane va rencontrer cet homme qui a été mon professeur de saxophone, qui s'appelle Youssef Latif. En fait, de son vrai nom, c'est William Evans. Ne supportant pas cet héritage esclavagiste, il se rendra au Nigeria où il changera de nom. Il se convertira à l'islam et prendra le nom de Youssef Latif. Youssef Latif a vécu au Nigeria pendant longtemps, où il a étudié les polyphonies Yoruba et Hausa. Dès que c'est l'heure où je vais terminer. Donc c'est lui qui va influencer Coltrane et c'est à partir de là que Coltrane va intégrer la dimension africaine. Donc je suis là avec Youssef Latif, là c'était à New York. Et à partir de là, Coltrane va avoir une connexion spirituelle avec l'Afrique et va dédier l'essentiel de son œuvre à l'Afrique. Le premier morceau qu'il va composer s'appelle Dial Africa. To dial en anglais c'est composer. C'est comme quand on forme un numéro de téléphone. Donc à partir de son saxophone, il va s'inspirer des musiques traditionnelles africaines pour propulser le jazz. C'est ce qu'on appelle le jazz modal.
Et donc, il y a plusieurs là. C'est un disque qui est dédié au royaume du Dahomey. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Dahomey Dance. Et là, c'est un disque qui s'appelle Africa Brass, où il y a plusieurs musiciens qui essaient de reproduire le son des animaux qu'on trouve dans la forêt équatoriale. C'est vraiment fabuleux. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et l'œuvre majeure de Coltrane, c'est ce poème qui s'appelle Kouloussé Maman. Alors, Kouloussé Maman, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, ça sonne africain. C'est tout simplement entre la Géorgie et la Louisiane, vous avez plusieurs îles où des Africains, déportés aussi bien du Congo que enfin le golfe de Guinée, ont préservé, je parle bien des États-Unis d'Amérique, hein, je ne parle même pas de la Caraïbe, je parle des États-Unis d'Amérique. Vous avez des îles que j'ai visitées, avec le temps, l'occasion, je pourrais faire des exposés là-dessus, où vous avez des populations africaines qui, depuis le XVIIe siècle, parlent des langues africaines. Il y a notamment une langue qu'on appelle le Goula, qui est très proche de nos langues, hein, qu'on pourrait assimiler à une langue bantophone, et c'est à partir de ce morceau que Coltrane compose qu'il y aura un poète qui s'appelle Junio Lewis, qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, et qui va déclamer ce poème. C'est proche du lingala en tout cas, qu'on appelle le Goula. J'espère qu'il me reste au moins 3 minutes en fait. L'ordinateur ne veut pas apparemment. Bon, je vais sauter. Je vais hacher mon exposé, dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais terminer sur Cuba. Voilà. Alors, j'aurais bien voulu parler de Louis Armstrong, parler de son passage au Congo, parce qu'il a été injustement assimilé à un oncle Tom, mais j'aurais bien voulu réparer l'injustice, parce que Louis Armstrong est quand même le premier musicien afro-américain qui initie les tournées en Afrique et qui va convaincre le département d'État américain à financer des voyages de musiciens africains, afro-américains en Afrique. Il se rendra notamment au Congo, j'ai ici des images. Il sera même sur le Tipol qui est à l'origine d'une guerre chez nous. Et donc un trône mobile qui est réservé qu'aux gens investis de grandes missions et que certains hommes au Congo ont voulu usurper. Et ça nous a emmené à des guerres, bref. Là, vite fait, c'est l'un des plus grands contrebassistes de jazz qui a composé l'une des œuvres majeures qui s'appelle Asian Fight Song, en hommage à la révolution haïtienne. J'aurais pu parler aussi de Duke Ellington, mais tant pis, c'est pas la peine, je vais avancer parce qu'il a composé un morceau qui s'appelle également Congo. Et voilà, donc je termine. Voici un homme qui est très peu connu dans l'histoire de la musique, un des plus grands panafricanistes musicaux, qui s'appelle Chano Pozo González. Il faut dire que lorsque Haïti, donc la révolution de Saint-Domingue, triomphe, Napoléon a peur. Donc Bonaparte vend la Louisiane aux États-Unis, ce qui permet aux États-Unis de doubler leur superficie, puisque la Louisiane fait quasiment la moitié du territoire américain. Et dès lors que la Louisiane passe chez les white anglo-saxons protestantes, les protestants étant très rigoureux, ils interdisent les percussions, ce qui explique la pauvreté des percussions dans la musique afro-américaine. Donc c'est lui qui va réintroduire, donc il faut attendre plus d'un siècle et demi pour que la percussion réintègre la musique afro-américaine grâce à ce Cubain qui s'appelait Chano Pozo González. Malheureusement, il sera assassiné en 1948 par un dealer puisqu'il ne voulait pas régler l'addition. Et donc, Chano Pozo González appartenait à un culte qui se pratique encore aujourd'hui à Cuba. Ce sont des choses que j'ai filmées, qu'on pourrait voir en aparté, qu'on appelle la religion des Abakois. Parce que vous avez deux vaudous à Cuba. Le premier vaudou, c'est la Santeria, qui vient de la région du Bénin, etc. Et vous avez également la religion des Abakois. Mais ça, c'est un vaudou très violent. Jusqu'aujourd'hui, quand je dis violent, cela ne veut pas dire qu'il bouffe ses adeptes, mais il y a des préceptes. Lorsqu'on ne les règle pas, on peut ou ne pas croire. Je ne suis pas cartésien, donc je ne suis pas obligé d'obéir à cette logique. Donc Chano Pozo González va profaner la musique des Abakois et va introduire cette musique dans le jazz. Et le premier morceau qu'il va composer, ça s'appelle Manteca, qui signifie la graisse, qui sert d'offrande dans les cultes des Abakois. Et lorsqu'il signe ce premier morceau, il y a un jeune trompettiste qui s'appelle Dizzy Gillespie, dommage,
Voilà. L'ordinateur apparemment ne mène pas. Voilà. Désolé. Voilà. Gonzalez. Donc Chano Pose Gonzalez. Oh là là. Ok, désolé. Voilà. C'est le disque en question en 1948. Donc, lorsque Chano Pose Gonzalez meurt, les Abakwa refusent de lui faire un culte, des rituels, parce que chaque membre du culte des Abakwa avait droit à des funérailles rituelles. Malheureusement, ayant profané cette musique, l'ayant enregistrée, les Abakwa diront même que c'est ça qui a causé sa mort, puisque à peine le disque enregistré sera assassiné le lendemain en sortant du studio. Et cette musique va influencer un très grand percussionniste originaire du Congo, Mongo Santa Maria, qui va composer l'hymne du panafricanisme qui s'appelle Afro Blue. Et donc c'est lui qui va composer, mais ce morceau, à la base, c'est un morceau afro-cubain. Et là, vous avez des incantations sur le Congo, vous entendez les noms des ethnies, des régions comme Likwala, etc., qui sont cités dans ce morceau. C'est très important d'écouter ce disque à l'origine. Mais en fait, c'est John Coltrane qui a popularisé ce morceau. Ce qui permettra, grâce à l'interprétation de Coltrane, Mongo Santa Maria deviendra millionnaire, puisque son talent musical ne lui avait pas permis. Il avait composé une œuvre, et donc toute la diaspora afro, descendante du Brésil jusqu'à la Caraïbe, ce morceau sera populaire, et donc je vous laisse un jeune saxophoniste l'interpréter. Il s'agit en fait de mon fils qui a 12 ans. Désolé, vraiment l'ordinateur m'a lâché. J'aurais bien voulu m'étendre, mais le temps ne nous permet pas. Merci d'avoir été. La prochaine fois, j'espère qu'on viendra plus tôt. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans la musique, il y ait autant de contenu, autant de combats, autant de souffrances, autant d'unité, autant de plaisir. Mais je pense que cette musique a accompagné les mouvements de libération, aussi bien en Afrique qu'en Europe, et en Europe même. Hein, parce qu'il y a des gens qui se sont battus en Angleterre notamment, lorsqu'il y a eu le massacre de New Cross. Et j'aurais bien voulu parler de Lyndon Kwesi Johnson. Et pour terminer, juste un petit mot, c'est que j'ai un pied dans la Caraïbe parce que ma femme est afro-caraïbenne, nos femmes sont afro-caraïbennes. Et finalement, lorsqu'on arrive dans la Caraïbe française, particulièrement, l'Afrique n'a pas bonne presse. Et donc, dans le subconscient de nos frères afro-caraïbens francophones, les Antilles se résument à la Guadeloupe et la Martinique. Or, Saint-Vincent, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua et Barbuda, Jamaïque, les gens pensent afrocentricité, pensent panafricanisme, suite à l'héritage de Marcus Garvey, qui a créé la UNIA, qui est le Universal Negro Improvement Association, qui rassemblait 11 millions d'adeptes. 11 millions d'adeptes. Il fallait le faire. J'ai ici des images de la première Black People Convention organisée le 1er août 1920 à New York. Et vous allez voir, il y a 6 millions de personnes. Soit l'équivalent de la population du Bénin qui défile en une journée. Voilà ce que Garvey a pu réussir. Donc cet héritage est resté. Ce qui va convaincre les Afro-Cubains d'aller se battre en Angola. Donc ce sont les enfants, ça ce ne sont pas des histoires qu'on nous raconte. La libération de l'Angola, nous on l'a vécu en direct au Congo, puisqu'à l'époque du président Mouabi, on avait des arrière-bases cubaines. Et d'ailleurs, moi, la première fois quand j'ai vu des Cubains noirs, je pensais qu'ils étaient africains. Je croyais que Cuba faisait partie de l'Afrique. Ce n'est que par la suite que je me suis rendu compte que, donc, ce sont des afro-descendants qui viennent payer un lourd tribut pour libérer. Donc c'est très important, lorsque nous évoquons le panafricanisme, surtout, insister sur ces points afin de nous réconcilier avec nous.